À 28 ans, Magali Delaveau est la maman comblée d'un adorable petit garçon. Avec son compagnon, ils forment une petite famille parfaite qui a tout pour être heureuse. Seulement, un mois après l'enregistrement de cette vidéo, la jeune maman sera tuée et brûlée dans sa voiture. Il est tellement fort, tellement comédien, il dupe tout le monde. Je lui ai dit, si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit, on sera deux. Il se fout de leur gueule du début à la fin. J'ai tapé sur la table avec mes 2 poings et j'ai dit, mais c'est toi qui l'as tué, que je lui ai dit. Tout commence dans la nuit du 13 au 14 novembre 2014. Il est minuit 40 lorsque Céline Delaveau, la sœur de Magali, se réveille en sursaut. Je me suis réveillée dans la nuit, j'ai regardé mon téléphone portable et là j'ai vu une quantité d'appels impressionnante venant de Jérôme. Et là j'ai dit, c'est pas normal. Jérôme, c'est le compagnon de sa sœur, Magali. Donc j'ai rappelé Jérôme et là il me dit, est-ce que tu as eu ta sœur au téléphone? Et là je dis, bah non, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, écoute, elle devait partir travailler chez sa patronne, elle devait pas rentrer tard, elle est toujours pas rentrée, c'est pas normal. Il pleurait, il était apeuré, il parlait très vite. Il tente d'appeler Magali sur son téléphone portable, il ne répond pas. Ça, c'est anormal. Il lui a envoyé plusieurs messages pour lui demander si elle rentrait bientôt. En réalité, Magali ne répond plus aux appels de personne. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé d'appeler ma sœur. J'ai dit, Magali, appelle-moi, qu'est-ce qui se passe? Les heures passent et toujours aucune nouvelle de Magali. Alors Jérôme alerte les gendarmes de Saint-Cierges-sous-le-Cheylard, le petit village d'Ardèche où ils habitent. Ils vont la chercher dans les environs du village, sur les routes qu'elle aurait pu emprunter. Ils ne vont pas la retrouver. Magali Delaveau, c'est comme volatilisé. Jérôme prévient les parents de la jeune femme qui vivent à plus de 800 km sur l'île Dieu, en Vendée. Pour eux, c'est le début d'un véritable supplice. J'ai vu que c'était le numéro de Jérôme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle nous dit que Magali avait disparu. Vu leur éloignement géographique, ils sont parfaitement impuissants. Ils ne peuvent rien faire. On n'avait pas de nouvelles, on n'avait rien. On est inquiet, plus qu'inquiet d'ailleurs. Dans l'attente comme ça, c'est horrible. C'est horrible d'attendre. Alors là, j'ai... quelque chose qui s'est passé dans moi. J'ai su tout de suite que c'était grave, qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et malheureusement, le mauvais pressentiment de la maman va se confirmer. Saint-Cierges-sous-le-Cheylard, le lendemain. Vers 15 h, sur une route isolée à 1 km du domicile de Jérôme et Magali, un homme au volant de sa voiture va faire une découverte macabre. On est en pleine montagne, il y a le ravin d'un côté, la montagne de l'autre. C'est une route sur laquelle il n'y a que très peu de passages. Où 2 voitures peinent à se croiser. Et cet homme, au détour d'un virage, tombe sur un véhicule qui est entièrement calciné. Encastré contre un arbre, carbonisé. L'automobiliste va regarder si quelqu'un a besoin d'aide, va voir s'il peut faire quelque chose. L'homme s'approche de la voiture. Ce qu'il s'apprête à y découvrir restera à jamais gravé dans sa mémoire. Dans ce véhicule, il y a un corps, calciné lui aussi. Entièrement brûlé. Pour ce témoin, ça a été une réaction d'épouvante.
Et la première chose qu'il a faite, c'est de téléphoner au secours, aux gendarmes. Sur place, grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, les gendarmes vont pouvoir très vite identifier son propriétaire. Ce véhicule appartient à Magali Delaveau. On retrouve d'une part une bague qui lui appartient, et un piercing. C'est Magali Delaveau qui se trouve dans ce véhicule calciné. Lorsqu'il apprend que la voiture a été retrouvée avec son corps entièrement brûlé à l'intérieur, tout s'effondre pour le compagnon de Magali. Les gendarmes vont prévenir Jérôme Faille de leur découverte macabre. Et là, Jérôme Faille tombe, il fait un malaise. Pour les proches de Magali Delaveau, la douleur est insupportable. On a dans l'espoir, dans un creux de notre tête, que ce soit pas elle. Moi, je criais pas Magali, pas Magali. J'ai crié à mon mari. Il est brûlé dans sa voiture. Moi, je la voyais brûler vite. C'était horrible. Pas simple. À ce moment-là, tout porte à croire que Magali a été la victime d'une tragique sortie de route. Tout le monde imagine que la voiture a raté le virage et est partie s'encastrer dans l'arbre. Qui s'imagine déjà que c'est un accident de la circulation. Seulement, l'examen approfondi de la voiture calcinée va venir contredire ce scénario. On s'aperçoit que entre la route et le lieu où le véhicule a été retrouvé, il n'y a pas de traces de freinage. Le levier de vitesse est au point mort. L'orientation des roues, elle est droite. Il n'y a pas de sortie de route accidentelle du véhicule. Le choc qu'on constate sur la partie avant du véhicule est minime. Quant à l'incendie, il a été lui aussi provoqué volontairement. C'est indéniable. On retrouve des traces d'hydrocarbures, de l'essence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. On a versé de l'essence sur ce véhicule et on y a mis le feu. Et ce n'est pas tout. En réalité, ce n'est pas l'incendie qui a tué Magali. L'autopsie va apporter un nouvel élément. Quand on analyse le corps de la victime, on constate qu'il n'a pas inhalé de fumée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de traces de suie, ni dans les bronches, ni encore moins dans les poumons. Elle était déjà morte lorsque le véhicule a été incendié. Et chose étonnante, ce n'est pas Magali qui était au volant de la voiture. Magali Delaveau ne se trouve pas sur le siège conducteur, mais sur le siège passager. Elle a été tuée avant, elle a été emmenée là, on a mis feu à son véhicule alors qu'elle était déjà morte. C'est un crime maquillé en accident. Qu'est-ce qu'elle peut lui faire ça, quoi, elle... Elle était pas méchante, ma fille. Faire ça à... Là, c'est l'électrochoc. On se dit que c'est pas possible. C'était très dur, oui. Très, très dur, oui. C'est juste impensable. Et pour Jérôme, le compagnon de Magali et père de son fils, c'est le coup de grâce. On est arrivé là-bas, je l'ai pris dans mes bras. Et en plus, cette semaine-là, c'était l'anniversaire de son fils. Là, fallait l'encaisser, hein. Les proches, ils se disent « Mon Dieu, comment cet homme va faire pour élever seul son enfant ?» Pour les proches de Magali, c'est un tsunami. Rien dans sa vie ne peut expliquer qu'elle soit assassinée. En effet, petite dernière d'une famille de 3 enfants, cette jolie jeune femme pétillante de 28 ans avait des rêves plein la tête. Magali était quelqu'un d'extrêmement joyeux, qui aimait chanter, qui aimait danser.
Elle était gaie, très gaie, Magali. Elle aimait rire et tout, hein, faire de la fête. Une bonne vivante, quoi. Hein. Assistante maternelle, Magali gardait les enfants d'un médecin de son village. Elle a toujours été à s'occuper des enfants, c'était vraiment son truc. Elle garde les enfants du docteur, qui l'embauche par la suite pour être secrétaire médicale. Donc elle fait 2 travails en même temps avec la même personne, avec le même patron en fait. Depuis 5 ans, Magali coulait donc des jours heureux avec son compagnon Jérôme en Ardèche. Je ne m'inquiétais pas, elle était heureuse. Et quand on allait la voir, tout se passait bien. Ferme tes yeux, regarde mamie, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, allez, chante. Regarde mamie. Magali, c'est vraiment la dernière à laquelle on pense pour une histoire criminelle. Elle est la joie de vivre, on ne lui connaît pas d'ennemis. C'est une mère de famille qui a la vie la plus rangée qu'on puisse imaginer. Alors, qui a bien pu supprimer la jeune maman avant de carboniser son corps? Et pourquoi? Forcément, quelqu'un conduisait le véhicule. Et où est passé ce quelqu'un? Une enquête pour assassinat est ouverte. Elle est confiée à la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône. Et ce n'est pas la scène de crime qui va aider les enquêteurs à y voir plus clair. Le véhicule est carbonisé. Il est difficile de trouver des empreintes, des traces d'ADN. Seul indice, l'autopsie qui permet de dater la mort de la victime. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est décédée le soir de sa disparition, pendant la soirée du 13 novembre. En vérifiant l'emploi du temps de la jeune femme ce soir-là, les enquêteurs vont identifier un premier suspect. Et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du compagnon de la victime. Souvenez-vous, d'après Jérôme Faye, c'est en allant à son travail que Magali aurait trouvé la mort. Or, il y a quelque chose qui cloche. Il me dit, je comprends pas, elle est partie de la maison soi-disant travailler, elle n'est pas revenue. Lui dit qu'elle devait travailler. Seulement, en interrogeant l'employeuse de la jeune femme, les gendarmes vont faire une découverte. On s'est aperçu que ça n'était pas le cas. Elle n'était pas du tout prévue pour aller garder les enfants. Elle n'avait pas à se trouver chez son employeur et elle n'y a jamais été. Jérôme Faye aurait-il menti? Les enquêteurs se demandent s'il n'a pas quelque chose à cacher. Il y a une incohérence là, à ce niveau-là. On se dit, et si c'était lui? Une perquisition est menée chez le principal suspect. Et d'emblée, un autre détail va tout de suite interpeller les gendarmes. Magali, elle est partie sans son sac à main. Si elle avait quitté son domicile pour une raison X ou Y, elle aurait vraisemblablement pris son sac à main avec elle. Or, son sac à main est retrouvé à son domicile. Et pourtant, la suite de l'enquête va complètement disculper le compagnon de la victime. Jérôme Faye confirme sa version de la soirée du 13 novembre. Et voici ce qu'il déclare. Ce jour-là, Magali m'a annoncé qu'elle devait garder les enfants du docteur. Elle a quitté la maison vers 21h15 au volant de sa voiture. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi elle a laissé le sac à main. Quant à l'inspection du domicile du couple, elle ne révèle absolument rien de suspect. Les gendarmes passent la maison au peigne fin, ils la passent au Blue Star, à la recherche de traces de sang. Ils ne vont pas trouver de traces. Jérôme ignore où s'est rendue Magali et il a un argument de poids. Le jeune papa n'aurait pas pu quitter son domicile ce soir-là pour une simple et bonne raison. Magali étant partie y garder le petit ce soir-là. Et il n'a pas bougé. Tout simplement, il dit qu'il est chez lui.
Évidemment, on laisse pas un gamin de 2 ans tout seul dans une maison sans surveillance. Donc il garde son fils. Et pour prouver sa bonne foi, le compagnon montre d'ailleurs sur son téléphone les SMS qu'il a envoyés à sa compagne le soir de sa disparition. Jérôme Fay lui envoie des messages depuis chez lui, d'abord pour l'encourager dans son travail de nuit, puis après parce qu'elle ne lui répond pas en retour. Bon courage pour le travail de nuit, mon ange, lol. Je t'attends pour aller nous coucher, bisous. C'est tard, et en plus tu bosses demain, courage. J'ai pas de news, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Quand il présente son téléphone portable aux gendarmes, c'est vrai que le timing, ça colle, quoi. Il y a une montée en puissance de l'inquiétude. Donc tout ça est assez logique, finalement. Pour les gendarmes, Jérôme Fay ne serait pas impliqué. D'ailleurs, il n'aurait aucune raison de vouloir la mort de sa compagne. L'amour de sa vie depuis plus de 5 ans. Originaire de l'Île-Dieu en Vendée, c'est au cours de l'été 2009 que Magali rencontre Jérôme, alors qu'elle est en vacances avec son amie, Laure. On avait pris la destination de l'Ardèche. C'était le choix de Magali. Elle avait dit ouais, c'est génial et tout, donc on part sur l'Ardèche. Ils sont partis là-bas, ils étaient 4, puis ils étaient gays, quoi. Enfin, ils chantaient et tout, ils étaient en vacances. Et de là, ils sont partis en excursion tous ensemble. Et le chauffeur du car n'était autre que Jérôme. À ce moment-là, Magali me dit ouais, il est mignon, il est sympathique. Puis nous, on est ouais. On rigole un petit peu. On sentait bien qu'il s'était passé un petit truc avec Magali et Jérôme. C'était le coup de foudre. Ouais. Mais quand elle est rentrée, nous on dit toujours est-ce que tu t'es trouvé un copain? Un copain, quoi? Elle dit oui. Il s'appelle Jérôme. Il est venu. Le week-end d'après, il est venu. J'ai dit, tiens, il est vraiment amoureux, quoi. Nous, on s'est dit avec mon mari. Malgré la distance qui sépare les 2 tourtereaux, c'est le début d'une idylle qui va se poursuivre contre vents et marées. Magali se déplaçait pour le voir, a traversé la France pour aller le voir. Ça a duré 1 an et demi, peut-être comme ça. Et puis après, elle est partie là, vivre en Ardèche. Et ils ont fait très vite le projet de construire une maison. Leur couple, la maison, c'était paxé. La naissance. Tout allait bien, quoi. Et dans les premiers temps de l'enquête, les proches de Magali vont d'ailleurs soutenir Jérôme. Il est bien perçu par les membres de la famille de Lavaux. Le gars sympa, c'était la personne parfaite. Fume pas, boit pas, sportif, attentionné. Quand on le voit la première fois, c'est on donnerait le bon Dieu sans confession. Pour moi, elle avait trouvé quelqu'un de bien. En plus, on avait le même métier. Voilà. Lui était mécanicien dans les cars, moi dans les poids lourds, tout ça. On parlait que de mécanique. Tous les deux, ben oui. On a passé des bons moments. Ça me faisait plaisir d'y aller là-bas les voir. Pour le papa de Magali, Jérôme Fay, c'est le gendre qu'il rêvait d'avoir. Et puis la famille est unanime. Depuis le décès de Magali, Jérôme semble totalement anéanti. Il a perdu la mère de son fils, la femme qu'il aime. J'ai été son confident à plusieurs reprises. Il était perdu, donc je lui ai remonté le moral. Pour le petit, il fallait qu'il s'accroche. Cet homme est tellement malheureux d'avoir perdu sa femme. Personne ne peut imaginer qu'il ait quelque chose à voir avec ce décès. Jérôme se serait même fixé une mission, retrouver lui-même le meurtrier de sa compagne. Mais on a l'impression qu'il fait son enquête. Il cherchait partout, sur le lieu du crime, il s'en allait voir s'il ne trouvait pas un indice qui nous disait. Moi, je lui ai dit une fois, si je trouve celui qui a fait ça, ça ira mal pour lui. Il m'a dit, on sera 2. Aux enquêteurs, je leur ai dit, j'aurais donné mon cœur à ce gars-là.
C'était pas possible. Un homme amoureux qui veut venger sa femme. Le compagnon de la victime est insoupçonnable. Et d'ailleurs, il va livrer une piste aux enquêteurs. Gendarmerie du Cheylard. Jérôme Faille demande à être entendu par les enquêteurs, car selon lui, Magali aurait une double vie. Et l'homme de raconter que depuis la naissance de leur fils, sa compagne le délaissait quelque peu. Jérôme Faille explique que dans le couple, ma foi, l'enfant avait pris une place importante. Magali s'en est occupée comme une jeune maman qui voulait ce petit garçon, qui était son petit Dieu. Comme font beaucoup de jeunes mamans lorsqu'elles ont leur premier enfant. Oui, il dit que voilà, bon, l'arrivée de l'enfant a un petit peu perturbé leur vie intime. Et Jérôme Faille d'expliquer que Magali serait devenue tellement distante qu'il avait même des doutes sur sa fidélité. Je trouvais qu'elle me parlait souvent d'un interne en médecine. Elle avait beaucoup de détails sur sa vie privée et je trouvais cela bizarre. Elle ne voulait plus que je regarde dans son téléphone portable. D'habitude, elle laissait son téléphone posé sur la table. Là, elle le gardait avec elle. Il explique qu'elle avait des choses à cacher. Il va pointer du doigt un interne qui aurait travaillé chez l'employeur. En fait, il soupçonne que l'interne était l'amant de sa femme. Une compagne qui aurait un amant et qui serait partie sans raison avant de disparaître. Pour Jérôme Faille, il y aurait forcément un lien. Si Magali Delaveau est partie, c'est qu'elle lui a menti. Magali Delaveau serait allée rejoindre un homme et lui serait arrivé quelque chose. De raisonnement en raisonnement, l'interne devient un suspect. Mais cette piste ne va pas résister bien longtemps à la suite des investigations. Convoqué à la gendarmerie du Cheylard, le jeune homme pointé du doigt par Jérôme va avancer un alibi solide. Celui qui est présenté comme l'amant, l'interne, se trouve à Lyon le soir de la disparition de Magali. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de quelconque infidélité que ce soit. Magali Delaveau n'a pas d'amant, n'a pas d'aventure. Il n'y a aucune ambiguïté. La piste insufflée par Jérôme Faille semble donc totalement fantaisiste. Et du coup, elle va finir par se retourner contre lui. L'image que Jérôme a voulu donner de lui va commencer à se fissurer très vite vis-à-vis des enquêteurs. Et les gendarmes ne sont pas les seuls à trouver les allégations du compagnon suspect. Pour son entourage, jamais Magali n'aurait pu tromper l'homme pour qui elle avait tout quitté. C'était quelqu'un de sérieux, fidèle. Je dis à Jérôme, impossible. Je lui dis que c'est n'importe quoi, qu'il arrête de s'imaginer des trucs pareils. Du gendre parfait qu'il était hier, il est plus si lisse que ça. Alors le doute commençait à rentrer dans moi. J'ai dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Les proches de Magali Delaveau commencent à se poser des questions. Et Jérôme Faille ne va pas les rassurer. Au cours d'un déjeuner à son domicile, alors que toute la famille de Magali est réunie autour de lui, Jérôme va faire une déclaration pour le moins inattendue. On était tous devant notre assiette et là il nous dit « J'ai quelque chose à vous dire ». Il était à côté de moi, mais il était blanc. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, à un moment, il nous dit, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Il dit, faut que je vous avoue que j'ai une relation avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai une autre copine. Et ça, il nous le dit comme ça, de but en blanc. Faut être chaud pour dire ça. C'est quand même les parents de cette jeune fille qui a été tuée.
Hier encore, le gendre idéal pleurait la disparition de sa compagne, et puis d'un seul coup, il annonce qu'il a finalement quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça fait l'effet d'une bombe. On vient de perdre notre sœur et lui nous avoue ça, donc ça fait un choc quand même d'entendre ça, parce qu'après tout ce qui s'est passé, je me suis levé de la table et j'ai été le trouver, dans une colère. Jérôme avoue avoir une relation avec une autre femme depuis 2 mois. Aux yeux de la famille, le compagnon fait désormais figure de suspect. Là, c'était le truc qu'il fallait pas dire, quoi. Ça a été fini pour moi après, c'était clair. J'ai tapé sur la table avec mes 2 poings et j'ai dit « Mais c'est toi qui l'as tué » que je lui ai dit. Face aux accusations de la famille, Jérôme Faye va se défendre. Et là, il s'est mis en colère après moi. Et il m'a dit « Merci Pascaline ». Il n'a rien à voir avec le décès de sa femme. Il est offusqué par les soupçons qui peuvent être portés à son encontre. C'est pas parce qu'il a rencontré cette femme qu'il a tué Magali. Il me regardait dans les yeux et il me dit « Mais ma copine, si vous voulez, je l'appelle, elle va venir. » Il voulait la faire venir. Je suis une mêlée fou. Et là, on lui dit « Mais non, mais juste non, quoi. Arrête. » Pour les proches de la victime, la pilule est dure à avaler. On s'est levé, j'ai dit on part, on s'en va. J'ai dit là, il faut appeler les enquêteurs, il faut leur dire. Les gendarmes réentendent Jérôme Faye. Mais l'homme va leur livrer une version différente de celle qu'il a donnée à la famille. Jérôme Faye va admettre effectivement qu'il y avait une relation parce qu'il se sentait délaissé. Sa conjointe va donner beaucoup d'attention à l'enfant qui vient de naître et plus du tout à Jérôme Faye. Il le vivra extrêmement mal. Il est malheureux parce que c'était un petit peu difficile depuis quelque temps, depuis que le petit était là. Mais selon le compagnon, cette relation serait restée purement platonique. Je suis en contact avec cette femme. Je vous précise que nous n'avons eu aucune relation sexuelle ou geste intime. C'était pas ma maîtresse, c'était une amie, il n'y a rien eu d'autre entre nous. C'est une femme qui est à son écoute et avec qui il aime communiquer. Il dit en gros que c'était une relation secrète, certes, mais c'est une relation qui n'est pas charnelle, c'est une relation amicale. Relation amicale ou liaison extra-conjugale. Pour s'en assurer, les enquêteurs convoquent celle que Jérôme Faye présente comme sa confidente. Et la jeune femme d'une 30aine d'années va confirmer les propos du compagnon de la victime. Voici ce qu'elle déclare. Au début, c'était juste une connaissance. On s'est rapprochés un peu plus au cours des 2 derniers mois. Il s'est confié à moi, on discutait, mais on s'était dit qu'on n'irait pas plus loin ensemble. D'autant plus que la jeune femme connaissait Magali. Jérôme Faye l'avait rencontré par l'intermédiaire de Magali. Jérôme et cette femme livrent une même version de leur relation amicale. Mais les gendarmes vont démontrer qu'ils n'ont pas dit toute la vérité. À la brigade de recherche de Tournon-sur-Rhône, les enquêteurs recensent tous les échanges téléphoniques entre les 2 prétendus amis et le résultat est saisissant. Il y a eu 4800 appels et SMS passés entre ces deux-là sur un mois. 4800 échanges. Vous vous rendez compte? Toute la journée, ils ne font que ça. Ils échangent tous les 2. C'est obsessionnel. Il échange beaucoup plus avec cette femme qu'avec sa propre femme. Et puis, en localisant leur téléphone portable, les enquêteurs vont mettre en lumière un petit détail. Il y a également des moments où on s'aperçoit que les 2 téléphones sont au même endroit, mais dans des endroits très reculés, en pleine campagne, en pleine montagne. Il y avait des rendez-vous secrets sur les parkings ou je ne sais où encore. C'est une relation qui n'est pas celle qu'ils décrivent l'un et l'autre aux enquêteurs. Ces 2-là sont amants. Les gendarmes en ont la certitude. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise.
Souvenez-vous, depuis le début, Jérôme Faille affirmait qu'il gardait son fils chez lui le soir du crime. Seulement d'après les investigations des gendarmes, il aurait menti. Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'à 22h25, le soir des faits, il n'était pas chez lui. Le portable a borné à l'endroit où le cadavre de Magali a été retrouvé. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Pour les enquêteurs, tous ces éléments sont accablants pour le compagnon de Magali Delaveau. Et en plus, ils se demandent si l'homme n'aurait pas une complice. Car le 13 novembre 2014, il a eu une longue conversation avec sa maîtresse, juste avant le crime. Les gendarmes découvrent qu'à 18h07, Jérôme Faille a téléphoné pendant 13 minutes à cette jeune femme. Que se sont-ils dit? Les gendarmes se posent très sérieusement la question. Alors, les deux amants pourraient-ils être à l'origine de la disparition de Magali? C'est désormais en garde à vue qu'ils vont devoir s'expliquer. Le 16 mars 2015, 4 mois après la mort de Magali, la maîtresse fait de nouveau face aux enquêteurs. Et cette fois-ci, elle va tout raconter. Placée en garde à vue, cette jeune femme va finir par reconnaître qu'elle est la maîtresse de Jérôme. Cette fameuse relation platonique n'était pas si platonique que ça. Il y a eu au moins une relation sexuelle. Ils ont vraiment une histoire d'amour tous les deux, quelque chose de fusionnel. En revanche, les enquêteurs ne sauront pas ce qu'ils se sont dit au téléphone avant le crime, car la maîtresse ne s'en souviendrait pas. Quand on passe en un mois 4800 échanges téléphoniques ou SMS, on peut comprendre que ce soir-là, elles ne se souviennent pas du contenu de la conversation de 13 minutes. Elle va montrer finalement sa bonne foi et elle va continuer à dire qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Magali. Et les enquêteurs ne vont pas trouver d'éléments démontrant que ce soir-là, elle ait été impliquée dans le drame. Elle a un alibi parce qu'elle était à un cours de sport. Elle quittera ce cours à 21h et ensuite elle est rentrée chez elle et un certain nombre de témoins l'affirment. Manifestement, elle n'a rien à voir avec ça. Ce que dit la maîtresse est crédible. Elle ressort libre de sa garde à vue. Reste à savoir si de son côté, Jérôme Faille va modifier son témoignage. Face aux gendarmes, le compagnon de la victime n'en démord pas. Il n'a rien à voir avec la mort de Magali. Il n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il n'y a pas de mobile. Car selon lui, sa liaison extra-conjugale ne serait qu'une simple aventure. C'est vrai, je lui envoyais des textos, mais c'était plus un délire. Je savais que mon avenir était avec Magali. Là encore, les explications de Jérôme Faille, ça marche pas. C'est pas un plan sexuel comme ça occasionnel. Là, on est à des centaines d'appels jour. Jérôme Faille maintient sa version, mais les gendarmes ont encore une dernière carte à jouer. C'est à l'évocation de la présence de son téléphone à l'endroit où le corps de Magali a brûlé que Jérôme Faille baisse les armes. Au pied du mur, parce qu'il ne peut plus faire autrement, il va craquer. Jérôme Faille va finalement avouer qu'il a mortellement étouffé la mère de son fils. Et face aux enquêteurs, le compagnon va faire le récit de cette soirée où il aurait pris la vie de Magali, la maman de son petit garçon de 2 ans. Le 13 novembre 2014, vers 21h, alors que leur fils était endormi, selon Jérôme, une scène de ménage aurait éclaté entre lui et Magali. Le début de la dispute serait lié à un désaccord sur l'éducation de l'enfant. Concernant l'heure à laquelle l'enfant était couché,
Et comme le ton monte entre les deux, ils décident d'un commun accord de descendre au garage pour que l'enfant ne se réveille pas aux cris de ses parents. Et d'après Jérôme Faille, il aurait alors perdu son sang-froid. J'ai voulu la faire taire. J'ai posé ma main sur sa bouche. Elle s'est débattue. Elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je lui ai dit « Tu n'as rien fait. Je t'aime. » Il décrit une scène où il lui dit « tais-toi ». Comme elle se tait pas, il lui met la main sur la bouche et lui dit presque pardon. Elle aurait réussi à se débattre de cette étreinte pour lui échapper. Et lui, à ce moment où elle se trouve dos à lui, en aurait profité pour l'étouffer à nouveau avec sa main. Une deuxième tentative qui cette fois aurait été fatale pour Magali. Il va la tenir contre lui. La main sur la bouche et sur le nez. Et là, il serre jusqu'à ce qu'elle tombe. Et qu'elle soit morte. Il y a eu évidemment à ce moment-là quelque chose, une digue qui a cédé. La colère, la dispute. À aucun moment, Jérôme Faille n'a voulu tuer Magali. La mère de son fils, inerte dans ses bras, Jérôme Faille aurait alors réalisé l'horreur de son geste. Épouvanté, il aurait décidé d'en finir. Je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai complètement vrillé. Je voulais me foutre en l'air avec elle. Jérôme Faille dit avoir pensé à se suicider, accablé qu'il était par son geste. Il ne peut pas vivre sans Magali. C'est insupportable. C'est atroce ce qui est arrivé, il en est responsable. Et il dit avoir, au bout de quelques minutes, envisagé de partir avec le corps de sa femme dans son véhicule pour s'immoler par le feu. Après avoir déposé le corps de Magali sur le siège passager de la voiture, Jérôme Faille se serait préparé pour le grand voyage. Il charge de bidon d'essence. Il va prendre le volant et il s'en va. Jérôme Faille aurait roulé au hasard avant de trouver un endroit pour se brûler avec sa compagne. Mais une fois sur place, il explique avoir changé d'avis. D'un seul coup, il va réaliser que le petit est tout seul. Mon Dieu, l'enfant est seul. Il ne pouvait pas se supprimer parce que sinon son enfant serait orphelin. Pour cet enfant, il ne fallait pas mourir. Pour rester avec son fils, Jérôme Faille aurait alors décidé d'effacer les traces de son crime. Il va mettre le véhicule contre l'arbre. Arroser d'essence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et brûler la voiture avec le corps de sa femme dedans. Jérôme Faille a fait une mise en scène macabre pour faire croire à un accident ou à je ne sais quoi. Une fois la voiture et le corps embrasés, Jérôme Faille aurait quitté les lieux pour rentrer chez lui, rejoindre son fils. Il part en courant par la route. Et pendant 4 mois, l'homme explique qu'il aurait vécu dans le mensonge pour son enfant. S'il avait été seul, s'il n'y avait pas eu un petit garçon, il aurait téléphoné à la gendarmerie. Et s'il a pris cette décision, c'est qu'il s'est retrouvé dans un champ de ruines et qu'il a voulu sauver, dans son esprit, ce qui pouvait être sauvé. Mais pour les enquêteurs, le récit de Jérôme Faille présente certaines incohérences. En effet, selon les experts, difficile de croire que la mort de Magali soit accidentelle. C'est assez curieux la manière dont il décrit ce passage à l'acte-là, parce qu'il ne le décrit pas comme ayant eu lieu avec une certaine violence. Or, par définition, quand on étouffe quelqu'un, la personne se défend, se débat. Ils ont conclu que cela pouvait prendre entre 2 et 5 minutes. Entre 2 et 5 minutes, c'est extraordinairement long. C'est comme si vous vous noyiez
Vous avez les yeux ouverts, vous avez quelqu'un qui vous empêche de respirer. Elle a vu sa mort. C'est pas un accident, c'est sûr. Pour les enquêteurs, Jérôme Faille aurait voulu donner la mort. Et ce n'est pas tout. Sa version selon laquelle il avait dans l'idée de se suicider ne tient pas la route, parce qu'il y a les SMS. Souvenez-vous, Jérôme Faille aurait écrit à Magali le soir de sa disparition. Bon courage pour le travail de nuit, mon ange, lol. Je t'attends pour aller nous coucher. Bisous. Or, d'après l'analyse du téléphone de Jérôme Faille, ce message aurait été envoyé alors qu'il n'avait pas encore quitté son domicile. Ce SMS de 21h41 fait exploser sa volonté suicidaire. Il est encore à la maison. Il n'aurait pas envoyé cela s'il pensait se suicider derrière. Quand on a une volonté suicidaire, on ne prépare pas son système de défense. On s'en fout, on sera mort. Et puis pour les gendarmes, a posteriori, ce message paraît choquant. Il vient de la tuer. Elle est encore tiède à côté de lui. Bon travail, mon ange, lol. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Pour les enquêteurs, le récit livré par Jérôme Faille ne tiendrait pas. Mais c'est un grand foutage de gueule, monsieur. C'est pas croyable. Dire ça à quelqu'un, c'est le prendre pour un imbécile. L'histoire qu'il raconte est inauthentique. Les proches de Magali sont prévenus par les enquêteurs. Et malgré leurs soupçons, les aveux du compagnon sont un coup de poignard en plein cœur. C'est un traître, il nous a brisé notre vie. Hein. Moi, je suis morte à moitié. Il a volé la vie de ma fille. On n'a pas pu lui dire au revoir. Moi, j'ai pas pu dire au revoir à ma fille. L'embrasser au moins une dernière fois. C'est un cauchemar. On est dans un cauchemar. Mais je dis, il nous a eu cet enfoiré. Je m'en veux encore. J'ai rien vu. C'est un être qu'ils appréciaient. C'est le père de leur petit-fils. C'est atroce. Le choc est d'autant plus traumatisant que pendant 4 mois, le compagnon de Magali ne leur aurait rien épargné. Il a même laissé entendre que Magali aurait eu une relation extra-conjugale, quoi. En plus, il l'a sali. Comble de la trahison, pour les proches, Jérôme Faille serait allé encore plus loin dans la mise en scène. L'enterrement a eu lieu, elle était effondrée sur le banc. Je me souviens, j'étais derrière lui, quelqu'un qui était blessé, quoi, meurtri même. Il était touchant. On l'a consolé, hein. Il pleure, il embrasse les gens. Moi, il vient, il m'entoure de ses bras. À l'enterrement, donc il est venu avec un petit sachet de terre d'Ardèche, un petit sachet de terre du Chélard, et il l'a jeté dans le trou avec le cercueil, quoi, devant tout le monde. C'est une chose que... il a eu quand même l'audace de faire ça. Il a été jusqu'à la mettre dans le trou, quoi. C'est vraiment lui faire du mal jusqu'au bout. Je pensais pas pouvoir être berné à ce point-là. C'est un réel manipulateur. Il est tellement fort, tellement comédien, ça passe. Et il dupe tout le monde. Quand on voit tout le cinéma dont il a été capable, il se fout de leur gueule du début à la fin. Il n'y a pas de mots pour décrire ce comportement. On est au-delà de la trahison. Jérôme Faille, effectivement, va se lancer dans cette spirale du mensonge, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir en arrière, c'est fait. Le drame de ce dossier, c'est qu'on a face à nous un monsieur tout-le-monde qui va se retrouver dans une situation qu'il ne sait pas gérer. Lorsqu'on a commencé à mentir, on continue. Et c'est exactement ce qui va se produire.
Mais pour les parties civiles, la version du crime donnée par Jérôme Faille serait une manipulation. Comment il en est arrivé à la transporter morte à côté de lui et la regarder flamber, hein. Parce que c'est ça. Hein. Il dit qu'il voulait pas la tuer, mais bon, il avait qu'à la laisser à ce moment-là. Non, il s'est acharné sur elle. Pour moi, il s'est acharné sur elle. Quand elle a compris qu'il voulait la tuer, ça a dû être terrible, terrible. Parce qu'elle l'aimait quand même, je pense. Que ça a dû être dur parce que... Alors, elle lui dire, ouais, finalement, il m'aime pas pour me tuer. Pour les enquêteurs, reste une interrogation. Le crime aurait-il été prémédité? Car selon Jérôme Faille, après la mort de Magali, il aurait tout improvisé en l'espace d'une demi-heure. Le crime a lieu à 21h10. À 21h41, il est déjà en train de fabriquer son système de défense. D'un seul coup, il se réveille et instantanément, il a le flash, il faut que je fasse un SMS. C'est impossible d'imaginer un scénario en si peu de temps. Tu tues quelqu'un, t'es quand même sous le choc. Pour un coup de folie, il était quand même bien prêt. Il avait l'essence pour faire brûler la voiture. Il a emmené la voiture quand même dans un endroit complètement isolé. Ça s'est passé de nuit. De nuit, on voit pas tout ce qu'il y a aux alentours. Pour moi, c'est prémédité. Il a réfléchi à tous les gestes qu'il a faits, dans le moindre détail. L'endroit, comment faire, tout est réfléchi. Il n'y a pas d'improvisation. C'est pas possible. D'autant qu'un autre élément de l'enquête pourrait confirmer un mobile. En épluchant sa téléphonie, les gendarmes découvrent qu'un mois avant la mort de sa compagne, Jérôme aurait cherché à refaire sa vie. Jérôme Faille va prendre contact avec un avocat pour lui demander ce qui se passerait s'il se séparait de Magali Delaveau. Ça prouve qu'il avait déjà l'intention de quitter ma sœur. Alors après, de là à imaginer que c'était trop compliqué de s'en séparer, qu'il valait mieux s'en débarrasser, il n'y a qu'un pas. En faisant disparaître Magali, il réglait tous les problèmes de son existence. Il gardait son fils, il gardait sa maison, il récupérait sa maîtresse. Il a vu ce que lui coûtait une séparation par rapport à ce que lui coûtait un cadavre. Une version du crime qui ne tiendrait pas et une compagne qui serait devenue gênante. La thèse de l'assassinat semble plausible pour la famille, mais elle est contestée par Jérôme Faille. Selon lui, il n'aurait rien prémédité. Et sur ce point, la juge va lui donner raison. La juge d'instruction a considéré qu'il fallait renvoyer Jérôme Faille pour homicide volontaire. Elle a laissé tomber la préméditation et l'a mis en examen que du chef de meurtre. Il n'y avait pas de charge concernant une éventuelle préméditation. Voilà, il faut être clair. Il aurait fallu effectivement une preuve matérielle. Il aurait fallu des aveux. À aucun moment, Jérôme Faille reconnaît qu'il avait préparé le crime qu'il a commis. Le 17 mars 2015, Jérôme Faille est placé en détention provisoire en attendant d'être jugé pour meurtre. Un dénouement que la famille de la victime ainsi que l'accusé attendent avec impatience. Ce que j'attends de ce procès, c'est que la vérité soit faite judiciairement. Je suis persuadé que tout ça s'est passé dans le cadre d'une scène de ménage qui a duré quelques instants, dont les conséquences l'ont complètement dépassé. Je voudrais savoir vraiment les derniers instants de ma fille. Ça, je voudrais qu'ils me le disent, mais sans me mentir. Est-ce qu'on saura? Je sais pas. Moi, j'ai vécu quelque chose d'épouvantable le jour où la juge d'instruction m'a remis la bague et le piercing de Magali
pour que je les rende à la famille. Ils m'ont dit merci, les parents. Vous nous donnez un petit peu de notre fille. Toutes les secondes, elle est avec moi, toutes les secondes. Elle est toujours avec moi, je lui parle tous les jours. Elle aimait la vie, elle avait 28 ans. Si la famille de Magali tient bon, c'est parce que ce drame a fait une autre victime, son fils, dont la garde a été confiée à Céline, la tante du petit garçon. Je remplacerai jamais ma sœur, mais j'essaierai de faire au mieux pour au niveau de son éducation, pour sa vie future, pour son bien. J'espère qu'un jour son père rende des comptes à son fils, que son fils lui demande la vérité et qu'il soit obligé de lui donner. Ce sera, on va dire, ce sera le tribunal de la vie. Le procès de Jérôme Faille se déroulera ici, en 2018, à la cour d'assises de Privas, en Ardèche. Dans l'attente de son procès et du jugement, l'homme est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.